911. Quelle est votre urgence? SeaWorld. Une dresseuse est au sol. L'orque l'a attrapée. Nous avons besoin d'aide immédiatement. Cela devait être un spectacle de routine. Une danse parfaite entre la femme et l'orque. Mais le 24 février 2010, quelque chose a terriblement mal tourné. Devant un public en direct, la dresseuse expérimentée Dawn Brancheau a été entraînée sous l'eau par l'orque qu'elle avait dressé pendant des années et en qui elle avait confiance. Ce qui a suivi fut un combat désespéré pour la survie et un moment qui allait changer SeaWorld à jamais. Voici l'histoire vraie et effrayante d'une femme, d'une orque et du jour où l'illusion du contrôle s'est brisée. Dawn Brancheau n'était pas seulement une dresseuse. Elle était le visage de SeaWorld. Avec sa queue de cheval caractéristique, son sourire contagieux et son attitude calme et confiante, elle était appréciée des visiteurs et servait de mentor à ses collègues. Elle aimait les animaux, mais elle les respectait encore plus. Née en Indiana, Dawn a grandi en visitant SeaWorld avec sa famille. Elle n'était encore qu'une enfant lorsqu'elle a vu pour la première fois un orque sauter dans les airs. Et à partir de ce moment, elle savait exactement ce qu'elle voulait faire. Elle a étudié la psychologie et le comportement animal à l'université et a gravi les échelons, passant d'assistante de parc à l'une des spécialistes des mammifères marins les plus expérimentés de SeaWorld. Ce n'était pas qu'un travail, c'était sa vocation. Elle croyait en l'établissement de relations avec les animaux, non pas par la domination, mais par la confiance. « Ils sont comme une famille », disait-elle un jour à un journaliste. « On passe plus de temps avec eux qu'avec n'importe qui d'autre dans la vie. » Elle était connue pour sa patience, sa discipline et surtout pour son lien profond avec l'orque le plus célèbre du parc, Tilikum. Tilikum était énorme, pesant plus de 12 000 livres et mesurant 22 pieds courts de long. Il avait déjà été impliqué dans 2 décès avant d'arriver à SeaWorld Orlando, mais le public n'en était pas informé. Pour les visiteurs, il était la star du spectacle, majestueux, puissant et impressionnant. Pour Dawn, il était un partenaire. Le 24 février 2010, jour de l'attaque, le spectacle s'appelait « Dîner avec Chameau », une représentation intime, à midi, où les invités pouvaient manger tout en regardant les dresseurs interagir avec les orques dans un cadre plus décontracté et proche. Dawn avait exécuté cette routine d'innombrables fois. Elle se déroulait sans accroc, répétée, belle. Ce jour-là, tout semblait normal. Les invités prenaient place, les caméras tournaient. Dawn apparut au bord du bassin, sa combinaison en néoprène brillant sous le soleil. Elle sourit, salua la foule et présenta Tilikum. Tous deux exécutèrent leur routine, signaux, gestes, récompenses, dans une performance qui semblait sans effort. Les enfants applaudirent, les parents prenaient des photos. De l'extérieur, c'était un spectacle parfait. Mais ce que le public ne voyait pas, c'était les couches sous-jacentes, les signes d'alerte accumulés au fil des ans, les rapports internes, les débats parmi le personnel sur la question de savoir si Tilikum devait même se produire. Même Dawn avait exprimé des inquiétudes en privé. Pourtant, elle croyait en ce lien qu'ils partageaient, et cette confiance, cette connexion, était quelque chose qu'elle ne voulait pas abandonner. Elle était assise au bord du bassin, caressant le visage immense de l'orque, lui murmurant des mots et se préparant pour le final. C'était un moment de calme, un moment de connexion, un moment de routine, mais ce serait son dernier. En quelques secondes, tout allait changer. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'une des tragédies les plus célèbres de l'histoire des parcs marins et un tournant dans le débat mondial sur la captivité des animaux. Mais avant le chaos, avant les gros titres, avant le chagrin,
il y avait seulement Dawn. Celle qui souriait à la baleine qu'elle aimait. Celle qui, comme toujours, croyait que la confiance est plus forte que la peur. Elle avait tort. Tilikum n'était pas un orque ordinaire. Il était le plus grand épaulard en captivité. Un énorme mâle de 12 000 livres avec une nageoire dorsale de 7 pieds de haut et des yeux dégageant une étrange et lourde sérénité. Mesurant plus de 22 pieds de long, il se déplaçait avec une grâce effrayante, un mélange de force brute et de calme inquiétant. Mais derrière cette tranquillité se cachait une longue et complexe histoire. Tilikum est né au début des années 1980 dans les eaux glaciales au large des côtes de l'Islande. Vers l'âge de 2 ans, il fut capturé, violemment séparé de son groupe par des filets et des bateaux. Il fut chargé dans un bassin à peine assez grand pour tourner, et à partir de ce moment, il ne revit jamais l'océan ouvert. Sa première étape fut Sealand of the Pacific, au Canada, où il passa des années dans un petit bassin avec 2 femelles dominantes plus âgées. Elles le harcelaient et le griffaient régulièrement, traçant brutalement leurs dents sur sa peau pour affirmer leur domination. Il y avait peu d'espace, aucun enrichissement et une isolation fréquente. Il ne fallut pas longtemps avant que son comportement commence à changer. En 1991, une jeune entraîneuse nommée Kelty Byrne glissa et tomba dans le bassin. Sous les yeux horrifiés du personnel, les 3 orques, dont Tilikum, la tirèrent à plusieurs reprises, sous le seau, empêchant les sauveteurs d'intervenir. Kelty se noya devant témoins. Ce fut le premier décès humain lié à Tilikum. Au lieu de le mettre à la retraite, Sealand vendit Tilikum à SeaWorld, Orlando. Là, il devint un reproducteur, plus apprécié pour ses gènes que pour le risque qu'il représentait. Au fil du temps, Tilikum engendra plus de 20 petits, contribuant ainsi à peupler le programme d'épaulard de SeaWorld. Mais les signes d'alerte ne disparurent pas. Il montrait souvent des signes classiques de stress psychologique, claquements de mâchoire, flottement apathique, agressivité envers les autres baleines et les entraîneurs. Et pourtant, SeaWorld continuait à l'utiliser dans les spectacles, présentant sa taille énorme comme une merveille de la nature, non comme un danger. Quand il rencontra Dawn Brancheau, Tilikum était déjà tristement célèbre dans le milieu. En interne, SeaWorld limitait le travail direct dans l'eau avec lui, c'est-à-dire que les entraîneurs ne nageaient pas à ses côtés comme avec d'autres orques. Pour des spectacles comme Dine with Shamu, où l'entraîneur restait au bord du bassin, il était cependant toujours utilisé. Certains entraîneurs pensaient qu'il était mal compris. D'autres le craignaient. Mais tous savaient une chose. Tilikum était imprévisible. Il avait déjà été impliqué dans un décès confirmé. Et en 1999, un deuxième corps fut retrouvé sur son dos. Un homme qui était entré dans l'enclos après la fermeture et était mort dans des circonstances mystérieuses. 2 morts, un orque. Pourtant, SeaWorld continua. Tilikum resta une attraction principale, un spectacle vivant de puissance et de beauté. Mais sous la surface, quelque chose avait changé. Des années de captivité, l'isolement, la perte. Un esprit formé dans la nature, enfermé dans le béton et la routine. Un être fait pour nager 100 miles par jour, réduit à des cercles lents et des numéros synchronisés. Et pourtant, il y avait de la confiance, ou du moins l'illusion de celle-ci. Dawn Brancheau croyait le comprendre, mais Tilikum n'a jamais été sûr. C'était peu après-midi à SeaWorld Orlando. Le soleil était haut, la foule joyeuse, et le spectacle Dîner avec Shamu avait déjà commencé. Les invités étaient assis à quelques mètres seulement de la piscine de spectacle, déjeunant, tandis que Dawn Brancheau avançait avec assurance sur la scène.
Elle semblait calme, concentrée. C'était son élément, le monde qu'elle connaissait le mieux. Tilikum nageait près du bord de la piscine, son corps massif glissant juste sous la surface. Dawn exécutait la routine avec grâce, donnant des signaux de la main, des indications verbales et des récompenses en poisson. Le spectacle n'était pas destiné à être spectaculaire. C'était un aperçu des coulisses mettant en lumière la confiance entre la dresseuse et l'orque. Tout semblait normal, mais des détails subtils clochèrent. Tilikum avait été plus léthargique ces derniers jours. Les dresseurs avaient remarqué un retard dans ses réactions. À plusieurs reprises, il ouvrait la mâchoire. Il nageait que la bouche légèrement ouverte. Tous des signes subtils mais connus d'agitation chez les orques. Pourtant, le spectacle continuait. Vers 13h38, à la fin du spectacle, Dawn s'agenouilla près de Tilikum, au bord de la piscine. Elle lui donna une dernière récompense, caressa doucement sa tête et parla d'une voix calme et mesurée, comme elle le faisait toujours. Soudain, en un éclair, il attaqua. D'un mouvement violent, il attrapa sa queue de cheval, la tirant avec une force énorme dans l'eau. Les invités crièrent. Certains pensèrent que cela faisait partie du spectacle. D'autres restèrent figés, horrifiés. Tilikum lutta violemment, tira Dawn sous la surface et la maintint là. Elle refit brièvement surface, mais Tilikum mordit de nouveau, apparemment à plusieurs endroits. Les dresseurs déclenchèrent une procédure d'urgence. Les sirènes retentirent, les pagaies claquèrent à la surface de l'eau. Les soigneurs utilisèrent des générateurs sonores sous-marins, des dispositifs destinés à distraire et détourner l'orque. Mais Tilikum ignora tout. Il était concentré. Pendant plus de 30 minutes, le personnel de SeaWorld se battit pour sauver Dawn. Ils tentèrent d'attirer Tilikum dans des bassins d'isolement plus petits. Ils jetèrent ainsi de la nourriture, donnèrent en des ordres sonores, fermèrent en des portes. Rien ne fonctionna. Tilikum ne se contentait pas de la retenir. Il refusait de... Alors que l'eau bouillait et que des cris résonnaient dans l'amphithéâtre, le chaos éclatait derrière les murs de verre de l'attraction la plus populaire de SeaWorld. Ce qui avait commencé comme un spectacle joyeux, en plein midi, s'était transformé en une urgence majeure. Une urgence se déroulant en temps réel, sous les yeux horrifiés de centaines de visiteurs. Les dresseurs et le personnel se précipitèrent à leur poste. Les protocoles d'urgence, répétés pendant des années, furent immédiatement activés. Les portes furent abaissées pour tenter d'isoler Tilikum. Des claquements de pagaies frappèrent rapidement la surface de l'eau, une tactique standard pour distraire la baleine. Des générateurs sous-marins produisant des bruits perturbateurs furent mis en marche en quelques secondes. Mais rien de tout cela ne fonctionna. Tilikum resta immobile, concentré. Il maintint Dawn sous l'eau, puis refit surface seulement pour replonger, tout en tenant toujours son corps. Il ne répondit à aucun ordre. Les outils sur lesquels SeaWorld comptait, technologie, entraînement, procédures, échouèrent net. Dans la salle de contrôle, les opérateurs surveillaient les images des caméras et tentaient de coordonner la réponse. Pendant ce temps, la sécurité du parc se hâta d'évacuer les visiteurs paniqués de l'amphithéâtre. Les enfants pleuraient. Les parents se couvraient les yeux. Certains filmaient, d'autres restaient simplement figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Au bord de la piscine, les autres dresseurs livraient un combat désespéré. Ils travaillaient avec Dawn depuis des années. Maintenant, ils ne pouvaient que regarder, impuissants, l'orque qu'ils avaient, tous dressés, refusé de lâcher prise. L'équipe de plongée d'urgence était sur place et prête, mais le protocole était clair. Aucun humain ne devait entrer dans l'eau tant que l'orque n'était pas maîtrisé. Tilikum restait activement agressif. L'équipe devait attendre.
Pendant plus de 30 minutes, les esprits les plus brillants et les soignants les plus expérimentés de SeaWorld restèrent dans une immobilité effrayée face à un être qu'ils pensaient comprendre. Puis, le silence. Tilikum s'arrêta, flotta, la relâcha. Léo devint calme. Le personnel se précipita et sortit le corps sans vie de Don de la piscine. Les sauveteurs tentèrent en moi de la ranimer, tandis que les dresseurs restaient, là, stupéfaits et silencieux. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le monde retint son souffle un instant. Derrière la scène parfaite, les sauts synchronisés et la bande sonore soigneusement choisie. La vérité éclata enfin. SeaWorld n'avait pas. Dans les heures qui ont suivi la mort de Don Brancho, SeaWorld Orlando a immédiatement été mis en confinement. Tous les spectacles restants ont été annulés. Le stade Shamu a été scellé. Le personnel a reçu l'ordre de ne pas parler à la presse. Dans le parc, la tristesse et l'incrédulité se sont répandues comme un brouillard. Ce soir-là, SeaWorld a publié une déclaration brève et soigneusement formulée. Nous sommes profondément attristés par la perte de notre collègue et ami Don Brancho. Nos pensées vont à sa famille et à toute l'équipe de SeaWorld. Mais les questions sont arrivées rapidement et ne se sont pas arrêtées. Pourquoi Tilikum était-il encore présenté? Pourquoi n'y avait-il pas de mesures de sécurité plus strictes? Et peut-être le plus grave, cela aurait-il pu être évité? Les médias ont afflué. Des hélicoptères ont survolé le parc. Des journalistes se sont installés devant les portes du parc. Pour la première fois de son histoire, l'image soigneusement entretenue de SeaWorld, celle des merveilles, de l'éducation et des rencontres magiques avec les animaux, a commencé à se fissurer sous le regard critique. À huis clos, les enquêteurs de l'OSHA, l'agence de sécurité au travail, sont arrivés au parc. Ils ont passé au crible les rapports d'incidents, les entretiens avec les employés, les protocoles d'urgence et les enregistrements des spectacles. Ce qu'ils ont découvert allait changer l'avenir du divertissement marin. L'enquête a révélé un schéma. Tilikum avait un historique documenté d'agression. 2 décès humains précédents lui avaient déjà été attribués. Un au Sealand of the Pacific et un autre lorsqu'un homme était entré dans son enclos la nuit à Orlando. Des documents internes montraient que le personnel de SeaWorld était conscient des risques. Les dresseurs avaient reçu l'ordre de ne pas entrer dans l'eau avec Tilikum. Et pourtant, il restait une partie régulière des spectacles aquatiques. En 2011, l'OSHA a infligé une amende de $75 000 à SeaWorld pour violation volontaire des lois sur la sécurité au travail. Il a été établi que l'entreprise exposait les dresseurs à des dangers reconnus, sans protection adéquate. SeaWorld a nié toute faute. Au tribunal, ils ont soutenu que les dresseurs comme Don acceptaient les risques, qu'ils étaient tous des professionnels travaillant avec des animaux imprévisibles et qu'aucun employeur ne pouvait garantir une sécurité totale. Mais d'anciens employés ont dressé un tableau différent. Certains ont décrit une culture du silence, où exprimer des inquiétudes sur le comportement des animaux était perçu comme une faiblesse. D'autres ont affirmé que les avertissements internes concernant Tilikum avaient été minimisés ou ignorés pour protéger la marque. L'indignation publique a été rapide. Les organisations de protection animale se sont mobilisées. Des manifestants sont apparus devant les parcs SeaWorld à travers le pays. Une vague d'indignation a éclaté sur les réseaux sociaux. Mais pour ceux qui étaient peu proches de Don, il ne s'agissait pas de gros titres ou de procès. Il s'agissait de la perte d'une femme qui avait dédié sa vie à ses animaux, qui croyait au pouvoir de la confiance et qui a payé de sa vie. Sa mort n'était plus seulement une tragédie, c'était un moment de vérité.
La mort de Dawn Brancheau n'a pas seulement suscité de la tristesse, elle a déclenché une enquête fédérale approfondie. En quelques jours, l'OSHA, l'Agence de sécurité au travail, a lancé une enquête chez SeaWorld Orlando. Son objectif était clair, déterminer si la mort de Dawn était évitable et si SeaWorld avait sciemment exposé ses employés à un danger. Ce que les enquêteurs ont découvert était profondément inquiétant. SeaWorld savait depuis longtemps que Tilikum était dangereux. Des documents internes montraient qu'il était classé comme un « danger » pour les entraîneurs et soumis à des restrictions particulières interdisant le contact dans l'eau. Pourtant, Tilikum participait toujours aux spectacles en direct, à seulement quelques mètres des entraîneurs humains. Le rapport final de l'OSHA a conclu que SeaWorld avait commis une violation délibérée, la classification la plus grave possible. Ils avaient exposé les entraîneurs à des dangers reconnus, susceptibles de causer la mort ou des blessures graves. L'agence a infligé une amende de 75 000 $, symbolique dans son montant, mais énorme dans ses conséquences. SeaWorld a réagi par la contestation. Ils ont fait appel en arguant que leurs entraîneurs étaient des professionnels hautement qualifiés qui acceptaient les risques inhérents au travail avec les orques. Ils affirmaient que les spectacles étaient sûrs et que la mort de Dawn, aussi tragique soit-elle, ne justifiait pas une intervention fédérale dans la gestion du parc. Mais les avocats de l'OSHA ont insisté. Lors d'un procès dramatique qui a attiré l'attention nationale, d'anciens entraîneurs de SeaWorld ont témoigné sous serment. Ils ont décrit une culture d'entreprise minimisant les dangers, privilégiant la performance à la prudence et souvent ignorant les signaux d'alerte des animaux. Un ancien entraîneur a déclaré « Nous avons averti la direction pendant des années que Tilikum montrait des signes d'agitation, mais personne ne voulait l'entendre. Il était trop précieux. Tilikum n'était finalement pas seulement un artiste, c'était un animal de reproduction. Ses gènes étaient essentiels pour la population d'orques du parc. Le mettre complètement à la retraite aurait coûté à SeaWorld des millions de dollars en revenus issus des spectacles et des descendants futurs. Pendant les témoignages, SeaWorld a tenté de minimiser le rôle de Tilikum dans le spectacle lors duquel Dawn a été tué, insistant sur le fait qu'il ne faisait pas partie des routines de travail dans l'eau, mais les enregistrements judiciaires et les emails internes racontaient une autre histoire. Tilikum faisait toujours partie active des représentations, même si ce n'était que depuis le bord du bassin. En 2014, le tribunal a confirmé les conclusions de l'OSHA. SeaWorld a été sommé d'apporter des changements majeurs, y compris l'interdiction permanente du travail dans l'eau entre entraîneurs et orques. À partir de ce moment, aucun entraîneur n'a plus été autorisé à nager avec Tilikum ou avec un autre orque de SeaWorld. Le verdict était historique. Il n'a pas seulement changé les procédures chez SeaWorld, il a transformé toute l'industrie des parcs marins. Et pour le public, il a confirmé ce que beaucoup redoutaient. Ce n'était pas un accident. C'était le résultat d'un système qui ignorait les signaux d'alerte. Et enfin, quelqu'un a été tenu responsable. À la suite de la mort de Dawn Brancheau, le monde voulait des réponses. Mais SeaWorld est de rester silencieux. Ils ont publié des communiqués de presse, évité les interviews et sont revenus discrètement à leurs activités. Derrière des portes closes, ils ont modifié les protocoles. Pourtant, dans l'opinion publique, des questions restaient sans réponse. Puis est arrivé Blackfish. Le film Blackfish, sorti en 2013, était plus qu'un simple documentaire. C'était une explosion culturelle. Réalisé par Gabriella Cowperthwaite, le film racontait l'histoire que SeaWorld ne voulait pas raconter.
Il suivait la vie de Tilikum, l'orque au centre de 3 décès humains, et dressait un tableau effrayant des conséquences de la captivité d'un prédateur intelligent. Grâce à des interviews d'anciens dresseurs de SeaWorld, de biologistes marins et de lanceurs d'alerte, le film levait le voile. Il montrait des images jamais destinées au public, des baleines saignant de griffures, dérivant immobiles pendant des heures, des nageoires dorsales s'effondrant. Mais ce qui était que le plus dévastateur, c'étaient les témoignages de personnes ayant travaillé avec Dawn et Tilikum. Ils décrivaient en des animaux soumis à un stress psychologique immense. Isolement, dépression, agressivité. Ils racontaient comment SeaWorld ignorait les avertissements internes, présentait les tragédies comme des accidents et poursuivait les spectacles, parce que le spectacle devait continuer. Un ancien dresseur a déclaré sans détour « Nous n'avons pas dressé des animaux, nous les avons réprimés. » Blackfish a touché un point sensible. Ce n'était pas seulement les faits, c'était l'émotion. Le public ne voyait plus Tilikum comme un meurtrier, il le voyait comme une victime. Et Dawn, elle est devenue le symbole d'une confiance mal placée dans un système fondé sur des illusions. Le film a été présenté en première au festival de Sundance et a ensuite été diffusé par CNN et Netflix. Des millions de personnes l'ont regardé. Des millions ont été indignés. Des manifestations ont eu lieu devant les parcs SeaWorld. Des célébrités comme Ellen DeGeneres et Willie Nelson ont publiquement condamné l'entreprise. De grands artistes ont annulé leurs concerts dans les parcs SeaWorld. Des groupes scolaires ont annulé leurs sorties. Des hashtags comme #Sasquatch Empty the Tanks et #Blackfish Effect se sont rapidement répandus sur les réseaux sociaux. Le préjudice pour l'image de SeaWorld a été rapide et grave. La fréquentation a chuté. Le cours des actions a baissé. Leur marque soigneusement entretenue, autrefois synonyme de divertissement familial, était désormais associée à l'exploitation et à la mort. SeaWorld a tenté de riposter. Ils ont lancé des campagnes de relations publiques, publié des lettres ouvertes et diffusé même des spots publicitaires défendant leurs soins aux animaux. Mais le tournant était pris. Blackfish avait tout changé. Le film a forcé un débat, pas seulement sur une baleine ou un dresseur, mais sur l'éthique même de la captivité, sur la question de savoir si la quête d'émerveillement ne se payait pas trop cher, sur les coûts invisibles derrière les applaudissements. Et pour beaucoup, Blackfish n'était pas qu'un documentaire. C'était la vérité que SeaWorld ne voulait pas raconter. Bien avant la mort de Dawn, bien avant Blackfish, des scientifiques avaient tiré la sonnette d'alarme. Les orques n'ont pas leur place dans les bassins. À l'état sauvage, les épaulardes parcourent plus de 160 km par jour. Ils vivent en groupes familiaux très soudés, communiquent avec des dialectes complexes, chassent en coopération et pleurent même leur mort. Ce sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Oui, mais aussi des êtres sociaux, émotionnels et plus intelligents que ce que l'on pensait autrefois. En captivité, tout change. Ils sont enfermés dans des bassins qui, comparés à leur habitat naturel, sont aussi grands qu'une baignoire. Ils nagent sans fin en rond. Ils sont séparés de leur famille. Ils sont nourris selon des horaires stricts et forcés à des spectacles qui privilégient le spectacle au détriment de la stimulation. Avec le temps, leur esprit se transforme. Les éthologues appellent cela la zoocose, un trouble psychique chez les animaux captifs, caractérisé par des comportements répétitifs, de l'agressivité et de la dépression. Chez les orques, cela peut se manifester par des claquements de mâchoires, le fait de ronger les parois du bassin, une immobilité flottante ou des accès de violence inattendus. Tilikum montrait tous ces signes.
Mais la captivité n'est pas seulement un problème biologique, c'est un problème éthique. Pouvons-nous vraiment prétendre aimer les animaux si nous les maintenons dans des conditions qui modifient leurs instincts naturels et répriment leur liberté? Pouvons-nous construire une relation basée sur la confiance quand l'environnement même repose sur le contrôle? SeaWorld a dit oui pendant des décennies. Ils ont fait la promotion de l'éducation, de la conservation, du divertissement familial. Ils ont assuré au public que leurs orques vivaient de longues vies heureuses, que les spectacles inspiraient la prochaine génération à s'intéresser aux animaux marins. Mais les données disaient autre chose. Les orques captifs vivent rarement aussi longtemps que les sauvages. Beaucoup souffrent de maladies chroniques, de problèmes dentaires et de troubles liés au stress. Et puis, il y a la violence, des baleines devenues agressives envers les autres, les dresseurs et même elles-mêmes. Dawn Brancheau n'était pas la première dresseuse blessée par une baleine. Elle n'était même pas la première dresseuse tuée. Et Tilikum n'était pas le seul orque à avoir un comportement inquiétant. Il était simplement celui que nous ne pouvions plus ignorer. Des biologistes marins, d'anciens dresseurs et des éthiciens ont tous commencé à poser la même question. Le prix en vaut-il la peine? 20 minutes d'applaudissements valent-elles une vie en captivité? L'émerveillement vaut-il la souffrance? Vivons-nous la révérence ou l'exploitons-nous? Pour beaucoup, la mort de Dawn a été un tournant, pas seulement dans leur regard sur SeaWorld, mais sur la captivité elle-même. Pas comme un spectacle inoffensif, mais comme un système fondé sur une confiance fragile et un déni dangereux. Ce n'était pas qu'une baleine, ni qu'un dresseur. C'était un avertissement, et nous avons tous applaudi. Après la mort de Dawn Brancheau, Tilikum n'était plus la star. Il n'était plus présenté devant des foules en liesse. Il ne faisait plus partie d'un marketing tape à l'œil, ni des finales de spectacle. Au lieu de cela, l'orque, autrefois célébré comme le joyau de SeaWorld, est devenu un symbole de tragédie et de responsabilité. SeaWorld a immédiatement limité ses apparitions. Les dresseurs ne nageaient plus avec lui. Ses routines ont été réduites. Il passait de longues périodes seul dans son bassin, isolé des autres baleines. Certains disent qu'il dérivait pendant des heures près de la surface, à peine en mouvement. D'autres le décrivaient comme replié sur lui-même, inaccessible, une coquille de l'artiste qu'il avait été. Tilikum, l'orque dont le nom était devenu célèbre dans le monde entier, a passé ses dernières années dans le silence. Au début de 2017, SeaWorld a annoncé sa mort. Il avait environ 36 ans, en dessous de l'espérance de vie moyenne d'un orque mâle sauvage. La cause officielle du décès, une infection bactérienne pulmonaire. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait, non seulement sur son corps, mais aussi sur la réputation de SeaWorld. Sa mort n'a pas fait les gros titres comme celle de Dawn. Il n'y a pas eu de cérémonie publique, ni d'hommage. Juste un communiqué de presse. Pour certains, c'était la fin d'un cauchemar. Pour d'autres, la dernière injustice, une vie arrachée à l'océan, commercialisée, brisée et jetée. Dans les années qui ont suivi, SeaWorld a opéré des changements majeurs. Ils ont officiellement mis fin à leur programme d'élevage d'orques. Ils ont arrêté les spectacles théâtraux pour les remplacer par des rencontres éducatives. Ils ont changé leur image de marque, se distanciant de la controverse et tentant de regagner la confiance du public. Mais l'héritage de Tilikum ne pouvait pas être réécrit. Il avait vécu plus de 3 décennies en captivité. Il avait été impliqué dans 3 décès et il avait changé la discussion pour toujours. Pour les critiques, il était la preuve que la captivité brise même les créatures les plus fortes. Pour les partisans, il était un animal incompris,
prisonnier d'un monde humain. Pour beaucoup, il était les deux, un miroir reflétant le coup de notre fascination. Tilikum est mort dans un bassin, mais les vagues de sa vie continuent de se propager. La vie de Dawn Brancheau s'est terminée tragiquement, mais son héritage est devenu bien plus qu'un simple fait divers. Pour ceux qui la connaissaient, Dawn n'était pas définie par sa mort, elle l'était par sa passion. C'était une femme qui croyait en la construction de ponts entre les espèces, qui voyait que les orques non pas comme des accessoires, mais comme des partenaires, qui considérait chaque spectacle, chaque séance d'entraînement comme une occasion de connexion. Dans les semaines qui ont suivi sa mort, les employés de SeaWorld, ses amis et ses fans ont organisé des veillées en son honneur. Des fleurs flottaient sur l'eau. Les dresseurs se tenaient silencieusement au bord du bassin, la tête baissée. Le monde entier, des parcs marins, s'est arrêté pour se souvenir d'une femme dont le dévouement avait inspiré des milliers de personnes. Mais c'est la famille de Dawn qui a transformé la douleur en action. Quelques mois seulement après l'incident, ils ont fondé la fondation Dawn Brancheau, une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la vie des enfants, des familles et des animaux en détresse. Leur mission, perpétuer les valeurs que Dawn incarnait, compassion, éducation et service. La fondation finance des programmes communautaires, des activités pour la jeunesse et des initiatives de protection animale. Elle organise chaque année des marches Dream Big, attribue des bourses d'études et soutient des étudiants en sciences marines partageant l'amour de Dawn pour l'océan. Son héritage est devenu non seulement un souvenir, mais un mouvement. Pourtant, les questions autour de sa mort n'ont jamais disparu. Le risque était-il trop grand? Était-elle suffisamment protégée? Aurait-elle même dû être dans cet environnement? Les débats ont ravivé les discussions sur la sécurité au travail, l'éthique dans le dressage des animaux et la nature de la captivité basée sur la performance. Dawn croyait en la mission, inspirer la prochaine génération à prendre soin des animaux. Mais sa mort a révélé les fissures du système qui soutenait ce rêve. Pourtant, ses collègues ne l'ont jamais décrite comme naïve. Ils la décrivaient comme courageuse, réfléchie, infatigable dans son engagement. Elle n'ignorait pas les risques, elle les comprenait. Mais elle croyait que la connexion en valait la peine. Même après les procès, les gros titres et l'indignation publique, ceux qui travaillaient avec elle retenaient une vérité. Dawn aimait les animaux, et ceux-ci lui faisaient confiance en retour. Depuis sa mort, SeaWorld a changé. Les spectacles ont évolué, les protocoles de sécurité ont été améliorés. Des lois ont été promulguées, mais le plus grand changement est peut-être culturel, une prise de conscience croissante que la vie des animaux et celle des humains sont liées de manière bien plus complexe que par des applaudissements et des éclaboussures chorégraphiées. L'histoire de Dawn est au cœur de ce changement, non pas à cause de sa mort, mais à cause de sa vie. C'est la question qui résonne maintenant à travers chaque bassin vide, chaque stade silencieux et chaque photo de famille dans un parc marin. Ces spectacles devraient-ils même exister? Pendant des décennies, les spectacles d'orques ont fasciné le monde. Les enfants regardaient avec émerveillement les baleines sauter hors de l'eau, éclabousser la première rangée et sourire, apparemment sur commande. Les dresseurs chevauchaient leurs nageoires dorsales comme des stars de cirque. Cela semblait magique, inoffensif, joyeux. Mais sous cette surface se déployait une autre réalité, une réalité à laquelle la mort de Dawn Brancheau a forcé le monde à faire face. La vérité est, les orques ne sont pas faits pour être exhibés. Ils ne sont pas destinés à être enfermés. Ils ne sont pas faits pour vivre dans des bassins
qui ne représentent qu'une infime partie de leur habitat naturel, isolés de leur famille, privés de leur capacité à chasser, explorer et migrer. La science a montré ce que la captivité fait à ces animaux. Leur niveau de stress augmente, leur durée de vie diminue, leur comportement devient imprévisible, et parfois, comme avec Tilikum, cela devient mortel. Pendant des années, les parcs marins ont soutenu que les spectacles étaient éducatifs, que les enfants ne s'intéresseraient pas à l'océan s'ils ne pouvaient pas voir ces animaux de près, que les spectacles favorisaient la conservation. Mais cette justification a perdu de son éclat. Aujourd'hui, nous comprenons que l'éducation ne doit pas se faire au détriment de la santé mentale d'un animal, que la conservation ne se promeut pas en réprimant les instincts naturels, que l'émerveillement s'efface quand on reconnaît le prix qu'il exige. Don croyait en la connexion entre l'homme et l'animal, une connexion basée sur la confiance. Mais la confiance doit être mutuelle par nature. Et en captivité, cette confiance est construite dans un système que l'animal n'a pas choisi. Pouvons-nous vraiment appeler cela de la confiance, quand la liberté n'a jamais été une option? Sa mort a détruit l'illusion de sécurité. Elle a révélé le coût du divertissement. Et elle a forcé à un examen moral. Que demandons-nous à ces animaux et à ces dresseurs pour que nous puissions nous amuser? Certains diront que les spectacles sont meilleurs aujourd'hui, que quelque chose a changé, que nous avons appris, mais l'héritage de Don et Tilikum va au-delà des réformes. Il s'agit de réflexion, il s'agit de poser des questions plus difficiles, il s'agit de reconnaître que l'émerveillement ne doit pas se faire au prix de la souffrance, et que l'inspiration peut aussi se trouver sans captivité. Car quand un dresseur meurt en faisant ce qu'il aime, et que l'animal en qui il avait confiance met fin à sa vie, alors quelque chose est brisé. Et c'est notre devoir de demander pourquoi. L'histoire de Don Brancho n'est pas seulement une tragédie, c'est un avertissement, un règlement de compte, un rappel que derrière chaque spectacle se cachent des enjeux bien plus grands que la vente de billets ou les applaudissements. C'est une histoire d'amour, celle d'une femme qui a tout donné pour les animaux qu'elle aimait, mais c'est aussi une histoire de silence, de signes ignorés, d'un système qui a privilégié le spectacle à la sécurité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et elle n'est pas la seule. Il y a d'autres histoires, comme celle de Don, d'autres dresseurs, d'autres animaux, d'autres moments où la confiance s'est brisée et des vies ont été perdues. Ces histoires sont importantes. Elles méritent d'être racontées avec vérité, compassion et soin. Car ce n'est qu'en comprenant les coûts que nous pourrons exiger quelque chose de mieux. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait t'arrêter, réfléchir ou remettre en question, ne la laisse pas s'arrêter ici. Aime cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne. Partage-la avec quelqu'un qui doit l'entendre. Ton soutien nous aide à donner vie à ces histoires. Pas pour les sensationnaliser, mais pour se souvenir, apprendre et peut-être changer. Car certaines histoires sont trop importantes pour être oubliées.